Oui, cet ensemble qui a 40 ans a été créé, au départ par un goût particulier pour la musique, polyphonique. Moi, j'ai fait, mes études musicales, par le truchement de l'église. Je voulais être prêtre au départ et je suis devenu organiste. Et à la fin des années 60, évidemment, on faisait de la musique, on faisait de la flûte, on faisait du clavier et on chantait. Et en Normandie, dans l'Orne où j'habitais, il y avait un chœur, la Schola Cantorum, qui était très dynamique, un grand chœur. Et à l'intérieur de ce chœur-là, il y avait un petit ensemble qui s'appelait l'ensemble Josquin-des-Prés, donc, où le répertoire était quand même plus axé sur la musique vraiment ancienne, spécialement sur la Renaissance. Et dans cet ensemble-là, qui comportait une vingtaine de personnes, donc j'ai commencé à chanter à l'intérieur de ce groupe, Josquin, beaucoup de Monteverdi, Josquin et Jeannequin. Et notamment avec le grand chœur, on a chanté une fois les Cris de Paris de Clément Jeannequin. Donc le chœur comportait une centaine de personnes quand même. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément correct par rapport à l'histoire. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ce répertoire au niveau de la musicologie. Et je me suis rendu compte que ce répertoire-là était fait pour être chanté à un par partie autour d'une table et plutôt avec des hommes, donc en décalant les registres. Parce que ce chœur-là, qui était évidemment soprane, alto, ténor et basse, classique, les tessitures étaient vraiment pas idoines. Donc, et comme j'aimais beaucoup la musique polyphonique et chanter avec un ensemble réduit, avec les copains à l'intérieur du chœur, donc Philippe Cantor et Antoine Sicot, qui étaient dans le même chœur, on a décidé de créer un petit ensemble, mais uniquement au départ par pure curiosité, quoi. Une espèce de petit laboratoire pour nous, pour appréhender ce répertoire qu'on ne connaissait absolument pas. Et c'est comme ça que l'idée est née. Il y a eu plusieurs essais avant les années 78, un essai avec une soprane, avec même un clavier, on avait une épinette pas très bonne. Et on faisait plutôt un répertoire Monteverdi, fin 16e et début 17e. Et puis cet ensemble-là n'a pas fonctionné. Et donc dans les années 78 est né l'ensemble Jeannequin, et en 79 sont nés les Arts Florissants. Donc ces chanteurs-là, les chanteurs du groupe ont participé à l'ensemble. Et c'est dans les Arts Florissants qu'on a pu trouver le ténor qui nous manquait pour que le quatuor soit complet. Donc Michel Aplény. Et à cette période-là, on a aussi un peu cloisonné le répertoire entre les Arts Florissants et l'ensemble Jeannequin. Donc là, nous, on est vraiment devenu un ensemble à part entière, uniquement pour le XVIe siècle. Ah oui, une friche totale, c'était même la forêt vierge, d'où la naissance de cet ensemble-là. Moi, c'était vraiment, je me répète, mais uniquement par curiosité, parce que je ne connaissais pas le répertoire. Donc j'habitais Paris, je suis rentré à la Sorbonne en musicologie. Et malheureusement, à cette époque-là, la musicologie était axée plutôt sur la musique romantique. Donc j'ai très vite quitté, j'ai travaillé par moi-même. Et effectivement, ce répertoire-là était totalement méconnu. Il y avait quand même des ensembles, des petites formations qui chantaient à 12, 20 personnes. Et puis quand je suis arrivé à Paris, j'ai pu entendre les ensembles de Charles Ravier, par exemple, là où c'était vraiment des ensembles avec instruments, qui faisaient de la musique principalement médiévale, mais aussi de la Renaissance. Et je me souviens de concerts, oui, c'était dans ces années-là. Donc un concert Antoine de Bertrand que j'avais entendu et qui m'avait assez fasciné, où là justement c'était un par partie. Donc effectivement, il y a eu tout un travail de découverte, et aussi la grande question, c'était de savoir par où commencer, comment fonctionner. Et puis, fort heureusement, mais aussi un peu malheureusement, on a été rattrapé très vite par le succès. On a pu enregistrer très vite chez Harmonia Mundi, bien avant qu'on ait une conscience du répertoire et de pouvoir construire une discographie, parce qu'à l'époque, on ne savait pas du tout où on allait. On faisait de la musique uniquement par plaisir. Il n'y avait pas de plan de carrière, rien, il n'y avait pas de... Et ça fonctionnait tout seul, on ne cherchait pas les concerts, ils venaient tout seuls, les disques, on avait le droit d'en faire 2 par an, ce qui est énorme. Dont d'ailleurs une chose qui paraît maintenant assez étonnante, c'est-à-dire qu'on avait un petit contrat tacite, il fallait qu'on fasse un disque qui se vende vraiment très bien, et le deuxième par plaisir. Donc c'était voilà, un heureux temps. Il ne faut pas être nostalgique, mais c'était quand même un rare privilège. Et le fait qu'on ait pu faire beaucoup de concerts, on a énormément tourné aussi dans le monde entier.
En fait, ça a été un petit peu trop vite, notamment par rapport à la construction du répertoire, par rapport à la discographie. Ça, c'est un petit regret. Si j'avais su qu'on allait durer comme ça pendant 30-40 ans, j'aurais construit plus le répertoire pour que ce soit un petit peu plus... Enfin, par rapport à historiquement même, certains disques ont été construits trop vite et enregistrés trop vite. Ah bah c'est la fraternité, c'est le fait qu'on soit... Moi j'ai un goût vraiment particulier pour la musique d'ensemble, quelle qu'elle soit. Même à l'opéra, j'adore quand il y a des duos, des trios, même les ensembles. J'ai fait beaucoup d'opéras vénitiens. Et dans ces opéras-là, les solistes doivent chanter les ensembles. Donc je suis très heureux de chanter ma partie, de jouer ma partie. Mais dès qu'il y a une musique polyphonique à l'intérieur de ces opéras, je suis vraiment très heureux. Donc moi, c'est vraiment le plaisir du son. Et depuis le début, en fait, on nous dit toujours, oui, cet ensemble-là a un son particulier. Il s'est fait un peu malgré nous parce on a donc comme on a fait ce groupe-là avec 3 copains. On a associé des gens qui n'avaient pas forcément la même technique, qui venaient notamment avec Michel Pliny, qui venaient d'univers totalement différents. Et toute la question était de savoir si on devait avoir tous un son commun copié sur celui qui le dirige, ou au contraire garder l'identité de chacun. Et par nature et aussi très vite, on s'est rendu compte que c'était plus riche et plus intéressant d'avoir 4 caractères très forts, que chacun garde son univers, sa technique vocale, sa façon de chanter, même pour des choses purement techniques, la façon d'articuler les notes par exemple. Bon, évidemment, il faut avoir un moyen terme, mais c'est très intéressant de garder la spécificité de chacun, au niveau technique et au niveau musical. C'est une question qu'on se pose, plus maintenant, puisque on sait que ça fonctionne comme ça, que les gens aiment qu'on soit comme ça. Et je trouve que la polyphonie, c'était pas pour aller contre ce qui se faisait, notamment avec les groupes anglais ou allemands ou hollandais à l'époque, qui étaient vraiment tout puissants et qui étaient déjà très connus. Mais c'était vraiment pour garder notre propre identité, enfin, l'identité de chacun. Et on s'est rendu compte que pour la polyphonie, évidemment la polyphonie, les voix sont très serrées puisque ce sont des ensembles masculins. Et les voix se croisent assez fréquemment. Et en fait, on perd très vite le fil mélodique des lignes. Alors que si chacun garde son son, sa façon d'articuler, sa mélodie même, quitte à ce que la mise en place ne soit pas toujours parfaite. Ça, c'est la grande question, la musique polyphonique. Est-ce que les temps doivent tout le temps tomber ensemble? Moi, je pense que non. Et au départ, on l'a fait comme ça, de façon instinctive. Mais pour avoir lu depuis pas mal de traités, de choses comme ça, on se rend compte qu'en fait, dans les traités, ils aiment bien que certaines voix soient décalées, notamment les dessus. C'est comme ça que sont nées les dissonances d'ailleurs. Ils aiment bien même certains retards de 9e qui se résout sur la 8e. Ah oui, c'est une musique vraiment très très importante. La première moitié du XVIe siècle, et vraiment spécialement la musique française et flamande, rayonnait sur l'Europe entière, plus que la musique italienne. Donc tout ça évidemment en partie dû au fait que la première période du XVIe siècle est une période riche. François Ier, voilà, au début il gagne les guerres, ça n'a pas duré très longtemps. Mais il y a de l'argent, notamment quand il arrive au pouvoir. Il y a de l'argent pour créer différentes maîtrises. Il y a même une maîtrise de plein chant. Donc il y a une maîtrise pour la chapelle. Enfin, c'est vraiment très très riche. Il y a beaucoup de chapelles pour les instruments aussi. Et après, les guerres successives vont faire que les victoires vont être terminées. Il y aura moins d'argent. Les caisses vont se vider. Et tout cet essor-là musical va un peu péricliter. Et aussi, donc, au niveau de la liberté d'expression, la liberté des mœurs, c'est une période spécialement ouverte. Ce qui ne va pas durer non plus avec les guerres de religion, et la deuxième moitié du XVIe siècle va être un peu plus obscure. Oui, oui. Oui, c'est une période effectivement d'essor très courte, et c'est une période aussi qui est très riche parce que c'est la naissance de l'imprimerie. Tout ça, c'est concomitant avec cette grande liberté d'esprit dans la poésie. C'est, à ma connaissance, la seule période
où on peut parler absolument de tout, mettre en musique tout, écrire dans les livres les poèmes les plus particuliers. On parle de... Évidemment, il y a toujours un sens poétique, il y a toujours des métaphores, mais on peut aussi parler de ce qui entoure ce que les gens mangent, comment les gens font l'amour, des choses très truculentes. Et cette période-là, à laquelle on va pouvoir s'exprimer comme ça de façon libre, va être très très courte. Ça commence déjà avec Josquin-des-Prés, cette période-là, la fin du XVe siècle. Vraiment ce qu'on appelle la Renaissance, tout ça c'est pas clair. Quand la Renaissance commence, personne n'est d'accord. Et puis bon, toutes ces guerres d'Italie qui sont évidemment dommageables, mais qui a fait que dans les bagages de Louis XII, etc., et François Ier, on ramène des artistes, dont Léonard de Vinci, et surtout la fascination qu'ont eu ces gens qui ont fait la guerre, les rois, les princes, pour ce pays, pour l'Italie, qui était coloré et où l'architecture, là, par contre, plus que la musique, était très en avance. Donc ça fait un mélange extrêmement coloré, en prenant la chaleur, la couleur de l'Italie, et en y apposant les textes, où là, par contre, en France, les textes étaient beaucoup plus riches que le madrigal italien. Ce répertoire-là est vraiment fait pour les gens privilégiés. Il y a certains musicologues qui disent que voilà, effectivement, certains compositeurs utilisent des thèmes qu'ils entendent dans la rue, mais c'est très très rare. Et c'est toute la question de faire passer ce répertoire, d'où le fait que c'est pas toujours une musique qui est facile à défendre en concert, parce qu'elle n'est pas faite pour le public. La notion de public naît à la fin du XVIe siècle. Mais au début, ce répertoire-là, la musique profane, n'est faite que pour les gens d'église, que pour les chanteurs. Les compositeurs ont tous une charge à l'église pour vivre, parce qu'il est hors de question de vivre de la musique profane, sauf l'édition. Donc on fait la musique entre soi, comme récréation, tout simplement. Donc on se met autour d'une table. Donc en fait, c'est un jeu musical. D'où le fait que les pièces, que la forme d'écriture est assez savante et peut être très complexe et totalement incompréhensible pour une oreille extérieure. Tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour ça. C'est fait que pour le plaisir de soi avec la personne qui chante en face. Donc évidemment, et en fait, ça s'adressait à des gens qui composaient, qui lisaient et qui s'amusaient avec des compositeurs en face, quoi. Donc espèce de challenge, évidemment. Il faut prendre ça vraiment comme un jeu musical. Donc le problème, c'est d'ouvrir cette espèce de sphère fermée dans un entre-soi, entre musiciens, entre chanteurs, et de le faire partager au public qui est en face et qui ne participe pas directement. Et ça, c'est toute la question. Donc est-ce qu'on est complètement proche de l'histoire, de la musicologie, à savoir on fait la musique comme elle était faite, ou est-ce qu'on essaie de la partager avec le public, et surtout un public moderne. Donc se pose évidemment le problème de la prononciation de la langue, et surtout est-ce qu'on la théâtralise un peu plus qu'elle ne devrait être historiquement. Nous, le choix, c'est clair, c'est que ça rejoint ce que je disais sur les voix, c'est qu'on théâtralise, on est plus excessif que ce n'est dans l'histoire pour partager. On reste quand même aussi assis autour d'une table pour donner cette espèce d'atmosphère de convivialité. Mais on projette, parfois on favorise certaines lignes pour que cette ligne-là, le texte, en tout cas, soit audible au public. Et on essaie de faire des nuances au maximum. Même si ça, ce n'est sûrement pas historique. Pour que ce soit plus coloré, plus chatoyant, plus drôle pour les gens. C'est une musique pour moi qui est chatoyante, à la fois très intime, puisqu'on doit la faire entre soi, et qui à mon sens, plus que d'autres musiques, plus que le Moyen-Âge et la musique baroque, va à l'extrême des sentiments humains, donc du plus grand désespoir. Bon, les pièces qui me touchent le plus, c'est au niveau de la lamentation du spleen. Je trouve qu'à la Renaissance, il y a certaines pièces qui sont pour moi d'une profondeur extrême, et à la fois qui sont les plus libres. Donc ça, pour moi, ça englobe absolument tout le spectre des
des émotions humaines. Oui, la musique italienne, par exemple, tout ce qui est associé à la commedia dell'arte. Tous les compositeurs qui vont venir juste après ce répertoire français, où là, sur scène, effectivement, il y a une tolérance assez grande. Donc là, mais c'est copié, hein, c'est copié sur le répertoire français. On met en musique les animaux, la vie des gens, les choses vraiment très érotiques aussi. Mais après, non, après toute la période 17e, 18e, tout va être codifié, surveillé. 19e, c'est la même chose. Donc il n'y a vraiment qu'au XXe siècle. Et encore, je trouve qu'il y a des choses qui sont moins permises maintenant. Quand on fait des concerts, par exemple, il y a des salles, ou même des salles. Évidemment, quand on est à l'église, il faut faire attention. Mais au XVIe siècle, surtout au début, il y a des textes encore. Notamment à certaines périodes, comme à Noël, où il y avait une permission totale à l'intérieur de l'église. C'était vraiment une période de Noël où c'était très païen. Et on a les comptes rendus, et là, c'est totalement impossible maintenant. Donc on a maintenant des difficultés à faire ce répertoire, par exemple, ce répertoire de Noël. Au XVIe siècle, ça se faisait très bien dans les églises. Les textes étaient licencieux, même contre la religion. Mais c'est une période où on le faisait. Et maintenant, même à notre époque, on a du mal à le faire. Et toutes ces questions, même par rapport à la religion, par rapport à la réforme, il y avait des choses qui étaient interdites. Il y avait des petits livres sous le manteau, où on critiquait énormément, ou évidemment les protestants ou les catholiques. Mais les gens étaient à cheval sur les deux cultures et sur les deux religions. Un grand nombre de compositeurs du XVIe siècle écrivaient autant pour la Réforme que pour l'Église catholique. Donc les esprits étaient très libérés. Après, évidemment, ça va être terminé tout ça. Et ça va durer très longtemps. Louis XIV, tout était chevillé, interdit. On parlait de petits moutons, voilà, toujours des métaphores sur l'amour, mais jamais de choses triviales. Et même à l'époque moderne, certaines chansons, il y a même des chansons scatologiques au XVIe siècle, qui n'existent que là. Même dans une salle de concert, certains textes, pour les faire maintenant, ça choque les gens. Mais je comprends, on n'est plus... Et puis les mots aussi, les mots sont... Évidemment, ils ont changé de sens. Donc certains mots paraissent très crus dans la langue moderne. Le mot baiser, par exemple. Alors qu'au XVIe siècle, ce n'est qu'un bisou. Maintenant, évidemment, il a un sens plus large. Donc la façon dont sont amenées les phrases, dont est amené ce mot-là, peut paraître très cru, alors qu'à l'époque, non. Ah non, le répertoire, pour moi, c'était une grande surprise. D'abord par le volume. J'étais surpris parce qu'évidemment, j'avais comme tout le monde une culture chorale, où on chantait, comme c'est toujours le cas d'ailleurs, dans les chœurs, on chante toujours les mêmes pièces de la Renaissance. Donc ça paraît être voilà, le centre de l'univers de la Renaissance et que ça ne va pas être très très large, mais en fait c'est phénoménal. L'édition musicale dans la première partie du XVIe siècle est vraiment énorme. Chacun édite sa musique et vraiment à une très grande vitesse atteignant tout ça. Donc là, c'est vraiment un travail immense. Le problème, c'est qu'évidemment, pour appréhender ce répertoire-là, il faut faire un travail assez considérable de reconstruction des partitions, puisque les gens chantaient autour de la table avec des parties séparées, pour des raisons purement pratiques. Chacun avait sa ligne, son petit livre, parce qu'imprimer les 4 lignes, c'était, surtout au début du XVIe siècle, c'était quasiment impossible. Et puis ça prenait trop de place, donc pour des raisons économiques. On faisait comme ça. Donc voilà, le répertoire est immense et il faut le transcrire. Donc il est très difficile de se rendre compte de la qualité d'une pièce quand on n'a qu'une ligne. Tout est en partie séparé. Oui, systématiquement pour chaque programme, je transcris de toute façon tout le répertoire. Et puis j'ai vraiment une grande curiosité pour le répertoire. Pas spécialement donner au public ou même à soi-même un répertoire qui n'a jamais été fait.
Je sais qu'il y a des groupes qui fonctionnent comme ça, moi ça ne m'intéresse pas en fait, je cherche pour trouver les pépites, quoi, les perles rares. Et puis aussi par rapport à, bon, à certains thèmes qu'on nous demande pour certains concerts. Et j'adore transcrire, ça a toujours été. C'est devenu maladif en fait. Tout simplement parce qu'au départ, quand j'ai commencé à faire de la musique polyphonique, j'avais pas beaucoup de moyens pour vivre. Et donc en fait, je devais copier la musique à la main. Et aux Arts Florissants, je suis devenu copiste tout de suite. J'étais même salarié pour ça. Oui, oui, c'est ça. Et il y a vraiment une forme de plaisir purement manuel. Le fait, bon, à l'époque, évidemment, on copiait à la plume. Donc, à la Bibliothèque nationale, j'avais ma cellule, j'avais mes partitions, ma bouteille d'encre de Chine et mes plumes. Et rien que le geste et aussi la forme de concentration qui devait être là parce que les fautes à l'encre de Chine, c'est très difficile à corriger et très long. Donc, ça demande aussi une concentration particulière. Notamment, bon, on lit évidemment dans un tas de clés différentes. Et il faut être capable en même temps qu'on transcrit de corriger les fautes. Donc tout ça empilé, ça vous sort en fait totalement de la vie normale. On est complètement enfermé, mais avec pour moi avec un grand bonheur, enfermé dans la polyphonie, dans la musique. Même quand je transcris énormément de Charpentier pour les Arts Florissants. J'étais enfermé dans cette espèce d'univers et pour moi c'était un paradis tout simplement. Donc ça a continué, après évidemment sont arrivées les machines. Heureusement d'ailleurs parce que tout ça prenait énormément de temps. Et les concerts qui sont arrivés, et, en nombre, aussi bien à l'ensemble Jeannequin aux Arts Florissants, fait qu'en fait on n'avait plus le temps de faire le travail de base, à savoir chercher la musique, la transcrire, après l'essayer. Au départ des ensembles, en fait on essayait aussi la musique. On transcrivait énormément et on la lisait. Et on en mettait évidemment les 9 dixièmes à la poubelle. Mais après ça, c'était plus juste impensable de le faire. Mais ça manque vraiment. La plume dans la main, le geste et surtout le temps. J'aime beaucoup les choses qui sont très très laborieuses. Je suis quelqu'un de très patient. Et puis bon, c'est personnel, c'est peut-être aussi une maladie, mais j'ai un très grand plaisir à ce que les choses soient très très lentes et très longues. D'où le fait que j'ai transcrit les choses comme challenge. Les pièces, j'ai transcrit la messe de Striggio à 40 voix par exemple. Donc il y a 41 parties séparées puisqu'il y a une basse continue. Donc ça c'était une forme de plaisir personnel. Oui, bah, c'est-à-dire que l'histoire a fait que, puisque au début évidemment il n'y a pas d'avenir ni pour même les Arts Florissants, bon évidemment c'était plus structuré dès le départ. William Christie est quelqu'un structuré, il avait une vision, je pense, à long terme, que nous, à l'intérieur du groupe, on n'avait pas. Puis on était happés par le succès, hein, tout simplement. Donc les gens venaient d'univers très différents, aussi bien à l'ensemble Jeannequin qu'aux Arts Florissants. Et puis on était jeunes, dynamiques, on avait une vie fantastique. Mais bon, moi je regrette un petit peu qu'on ne l'ait pas su à l'époque, qu'on était tellement privilégiés, tellement heureux. Donc en fait, personnellement, moi j'ai pas su goûter à sa juste valeur chaque minute que j'ai eue avec tous ces gens fantastiques. Donc les deux groupes ont grossi très très vite. Et aux Arts Florissants, au départ, c'était un ensemble polyphonique, uniquement. Donc à 8 voix avec basse continue, spécialement axé sur le répertoire 17e, français et italien. Et assez rapidement, on a commencé à appréhender notamment les pièces de Charpentier, les pastorales, les petites pièces comme les Arts Florissants, qui sont un peu plus scéniques. Et donc de plus en plus, on a été mis en scène, on était en résidence, on était mis en scène par Pierre Barra, tout ça en résidence à Strasbourg, etc. Où là vraiment on a commencé à faire vraiment de la mise en scène et du théâtre. Et évidemment on y a pris goût. Et donc notamment les Arts Florissants, même avec l'ensemble Jeannequin, on a commencé à faire aussi pas mal de spectacles. Notamment on a beaucoup travaillé à la Péniche Opéra. Donc l'espèce de convivialité et d'égalité à l'intérieur du groupe qu'il y avait, parce que c'était vraiment un ensemble où tout le monde était payé pareil,
On va parler un peu d'argent parce qu'en fait c'est ça qui a éclaté le groupe. Donc quoi qu'on fasse, qu'on chante la troisième ligne au fond de la polyphonie, partie d'alto où il ne se passe rien, ou qu'on chante tous les solos en tant que soprano ou basse, c'était la même chose. C'était le même travail, le même sens collégial de la musique. Et puis les nouveaux chanteurs qui sont arrivés n'ont pas forcément accepté ce système-là. Donc ça a commencé à se poser la rémunération par rapport à la partie à chanter. Donc c'est ça qui a éclaté le groupe en fait. Mais sans douleur. Hein. Et ça correspondait aussi, à bout de 10 ans, à une période où chacun avait envie de... Moi j'avais vraiment envie que l'ensemble Jeannequin soit plus structuré, qu'on arrive vers encore d'autres univers. Donc on a tous pris nos ailes à droite à gauche, tout en continuant à travailler. Hein. J'ai continué à travailler, encore travaillé cet été avec les arts florissants à Salzbourg. Donc, parce que ça évidemment, ça nous a vraiment énormément soudés. L'amitié qu'on avait, moi j'ai toujours une grande amitié avec William Christie. Quand on se retrouve, on est encore comme deux gamins. Donc ça nous a soudés jusqu'à la fin, quoi. Oui, en fait, au départ, on a été un petit peu dans tous les sens. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pas très bien structuré, selon la demande, selon ce qu'on trouvait. Ce que je trouve fascinant quand on travaille dans une bibliothèque, c'est qu'on a une idée de départ, on vient pour travailler un répertoire, transcrire quelque chose, et vous ouvrez des livres, et hop, vous dérapez, ce qui fait qu'en fait, ce pourquoi vous êtes venu, quelquefois, vous ne le faites pas, vous revenez. C'est ça qui est fascinant, c'est que ça vous emmène dans des chemins inconnus, de la connaissance, c'est de la jubilation pour moi. Donc voilà, je travaillais dans ce sens-là longues années, et après, j'ai commencé à structurer plus les programmes, pour que ce soit, et aussi, il n'y a pas énormément d'ensembles de la musique de la Renaissance, mais après, ce sont des différents ensembles, qui a fait qu'il y a eu une concurrence. Avant, il n'y en avait pas du tout. Donc il a fallu que chacun défende son territoire quand même. Et donc ça a été heureux en fait. Et même la concurrence, les ensembles, les jeunes chanteurs, posent des questions par rapport à notre légitimité encore après 40 ans. Et en fait, pour moi, c'est des questions vraiment très importantes. On doit trouver d'autres solutions, des solutions. On n'a plus 20 ans, on chante plus pareil, mais trouver des solutions que les gens n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas, heureusement, ils n'ont pas le parcours qu'on a. Et le répertoire, nous, depuis 40 ans, moi, dans ma machine, j'ai 20 000 pages de transcription, voilà. Donc c'est très riche. Donc j'ai commencé à transcrire plus systématiquement des livres entiers, en fait. Maintenant, quand je fais un programme et que ça tourne autour d'un compositeur ou d'une idée, il m'arrive très souvent de transcrire des livres entiers. Et tout en sachant très bien que ça ne va pas servir ni au concert ni au groupe, en fait. Je travaille vraiment sur des rails. Il y a un rail pour le concert et un rail pour la musicologie, en essayant évidemment qu'ils soient bien parallèles. Donc ça a changé dans le travail. Et aussi un souci d'être à la fois plus théâtral, que le public soit de plus en plus associé à ce qu'on fait, à ce que ce soit, tout simplement intéressant et bien pour le public. Mais aussi un travail musicologique plus intense et plus pur, enfin si on peut dire, parce que c'est une époque ancienne où en fait on n'aura jamais connaissance de exactement comment ça se faisait. Mais tout ce qui est musica ficta, tout ce qui est même tempi, un tas de choses purement techniques, les tessitures, j'essaie d'être au départ le plus pur possible, quitte après à tordre le cou à l'histoire et la musicologie pour être au plus proche et au plus près du public et du plaisir de mes comparses. C'est un peu schizophrène, mais fort heureusement, c'est que la jubilation interne au groupe se transmet immédiatement. Et très souvent, on nous dit après les concerts, même si les gens, parce qu'évidemment, on essaie aussi de restituer la couleur du texte, on le prononce à l'ancienne, parce que tout simplement, c'est pas pour être plus historique et élitiste, mais c'est parce que la couleur de la langue est plus belle. Il y a plus de consonnes, plus de voyelles, les doubles voyelles, les triples voyelles. Donc c'est plus riche. Et ça donne un son à la musique, à la polyphonique, qui est vraiment plus riche. Donc ça, pour nous aussi, c'est très excitant.
Et tout ça, c'est jubilatoire entre nous et le public, même s'il ne comprend pas justement. Parfois, la polyphonie est tellement complexe et en plus, on ne chante pas. C'est rare que ce soit parfaitement homophone et homorythmique. Donc tout le monde est décalé. Donc pour comprendre, c'est très difficile. Dès qu'on est 4, 5, 6 voix, ça devient impossible. Mais par contre, tout ce qui se passe entre nous, ça, les gens le ressentent. Donc on fait des grands efforts pour que certaines phrases soient entendues, certains mots soient entendus, pour que le public puisse rentrer dedans. Mais ce qui se passe entre nous, en fait, parfois, même si on n'a pas une compréhension totale, suffit à ce que les oreilles des auditeurs soient grandes ouvertes et heureuses, et jubilent comme nous. Bien, on a eu, par le truchement de la Péniche Opéra, on nous a demandé d'utiliser parce que les thèmes étaient très précis. On a fait pendant 10 ans un travail assez conséquent là-bas, donc sur des thèmes sur la mort, sur les cris, Donc là, la Péniche Opéra a toujours eu à cœur, et obligé, pour les subventions, de faire de la création. Et il se trouve qu'à l'intérieur du groupe, il y a un compositeur, Vincent Bouchot, et moi j'ai fait aussi énormément de musique contemporaine. À l'époque où il y avait Bruno Boterf dans le groupe, c'est la même chose, il était vraiment passionné aussi par la musique contemporaine. Et aussi pour des raisons purement vocales, comme on est un groupe principalement masculin, bon, parfois on ajoute des éléments féminins évidemment, quand le répertoire le demande. Mais la polyphonie à la Renaissance est écrite de façon très particulière. À l'époque baroque, d'un seul coup, ça va changer, notamment entre le dessus et le haut de contre, il y aura presque une octave, une sixte, une octave, alors qu'à la Renaissance, c'est plus serré. Chez Josquin, c'est carrément à la tierce, l'empilement des voix. Donc dès que vous dépassez, dès qu'on va même vers la musique italienne, fin 16e, 17e, les 4 voix qui forment l'ensemble ne peuvent plus chanter en fait, le répertoire. Et dès qu'on va vers la musique évidemment 18 et 19e, ça ne peut plus fonctionner non plus. Et donc c'est limité. Donc c'est limité. Et évidemment, quand on rejoint la musique d'aujourd'hui, la création, où là on demande aux compositeurs d'écrire pour le groupe, et il se trouve aussi que beaucoup de compositeurs adorent écrire la polyphonie, parce qu'en fait ils n'ont pas souvent l'occasion de le faire. La plupart des compositeurs, on leur demande la musique instrumentale ou d'écrire pour un chanteur et certains effectifs instrumentaux particuliers, mais d'écrire pour la polyphonie vraiment comme c'était à l'époque de la Renaissance, c'est très rare et en fait ça les excite énormément. Donc là on s'y retrouve évidemment. Donc le pont, pour certains thèmes, on a dû englober tout le répertoire, comme les thèmes sur les cris, sur la mort, sur la guerre aussi. J'ai réussi à trouver des répertoires même au 19e. Moi j'ai fait aussi des études d'écriture. Et Vincent Bouchot, qui est compositeur, avec lui on fait beaucoup d'arrangements. Donc on arrive quand même à trouver des pièces sur toute l'histoire de la musique où quand le thème est favorable, on fait les arrangements et ça rentre dans les clous, mais c'est compliqué. Le pont est beaucoup plus facile quand on passe directement de la Renaissance à la musique d'aujourd'hui. Oui, j'essaie que la programmation soit variée d'abord par le plaisir qu'on en a. Et c'est difficile depuis que l'ensemble existe. C'est comme on a eu beaucoup de succès au départ, notamment avec le premier disque qui s'appelle Les Cris de Paris, où on était tout de suite étiqueté groupe pour la musique polyphonique début XVIe siècle, et notamment pour la musique descriptive. Parce qu'au départ, on a vraiment adoré ce répertoire-là, et on était un des premiers ensembles à le faire. Mais le problème, c'est qu'après, pour sortir et pour demander aux organisateurs, pour dire que, c'est tout simplement expliquer que, parce que le gros problème qu'on a eu, c'est pour la musique religieuse, la musique sacrée. C'était les mêmes compositeurs, c'était la même façon d'écrire, mais pour les organisateurs de concerts et même pour le public, il y avait une cassure qu'on a mis des années à combler. Maintenant, c'est plus facile. La musique sacrée, pour les gens qui ont une culture normale, même très riche, c'est vrai que la musique sacrée est totalement différente de la musique profane. Et là, c'était difficile à accepter. Et on a mis aussi énormément de temps à faire accepter les compositeurs français la fin du XVIe. Maintenant, ça paraît bizarre, mais même Sermizy, c'était difficile au départ.
Jeannequin, il n'y a jamais eu de problème. Lui, il a toujours eu son image de marque. Ça a été très facile. Mais Sermizy, et alors là, dès qu'on arrivait à Claude Lejeune et les compositeurs comme ça, Lejeune, ça a mis énormément de temps. Les premiers disques qu'on a fait se vendaient absolument pas. Toute la musique mesurée à l'antique, il a vraiment fallu des années. Et c'est pas uniquement notre travail qui a fait que c'est devenu. Van Nevel, tous ces gens-là, beaucoup de groupes s'y sont attelés. Et aussi le début, la musique plutôt baroque, début baroque, où justement on a encore utilisé tous ces rythmes mesurés à l'antique, les arts florissants, etc., a fait que c'est rentré dans les mœurs. Et maintenant, il y a beaucoup moins de problèmes pour passer d'un répertoire à l'autre, sacré, profane, début 16e, fin 16e. Ça se passe beaucoup mieux. Mais ça a mis vraiment énormément de temps. La poésie a pris le pas sur la musique. C'est ce qui a donné la naissance de l'opéra, tout simplement. C'est que avant, au Moyen-Âge, et à la Renaissance, enfin en tout cas pour la première moitié, la musique était la plus importante, l'écriture. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'école flamande. Donc les compositeurs avaient à cœur d'écrire des choses les plus sophistiquées. Le jeu musical que j'expliquais tout à l'heure était profondément axé et exclusivement axé sur la musique elle-même, la façon de composer. À telle enseigne que la place du texte n'a pas grande importance. Même on peut coller un autre texte ou le déplacer complètement. La plupart des éditions du début du XVIe, on ne sait pas où sont placées les syllabes, ou si on répète les mots. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'était comme ça. Pour eux, c'était pas important. C'est un petit peu comme la variété maintenant. Si on écoute, ce qui vous touche dans la chanson, évidemment, ça peut être le texte, mais parfois, les appuis du texte, c'est très spécial. Et en fait, ça ne choque pas, parce que c'est bien imbriqué, c'est bien composé par rapport à ça. Donc après, vers la moitié du XVIe siècle, on a commencé à s'intéresser vraiment de façon importante, d'où la Renaissance, évidemment, au grec, au latin. Donc là, on s'est rendu compte que la prosodie était très importante, que le théâtre était très important. Donc pendant tout le XVIe siècle, les compositeurs vont avoir à cœur d'associer à la fois tout le background de la polyphonie, depuis le Moyen-Âge, lui associer le rythme des Grecs, et de ce fait-là que le texte devienne de plus en plus important. Et il va prendre le pas, d'où la naissance de l'école parisienne, où là on va essayer d'oublier complètement l'école flamande, qui était très, très complexe dans l'écriture, et que la musique devienne homorythmique, pour que les gens puissent comprendre le texte. Et en fait, ça c'est révolutionnaire. Ça paraît parfaitement normal maintenant. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et on va se rendre compte, vers la fin du XVIe siècle, que à force d'être homorythmique, évidemment, c'est limité au niveau polyphonique. Donc on va simplement mettre une voix et une basse continue qui va jouer des accords. Et en Italie, évidemment, on va naître l'opéra, où là, le texte a pris tellement d'importance qu'il va devenir prima la parole et dopo la musica. Ça, c'est une pièce emblématique parce qu'en fait, elle est dans la première édition historique. La première musique imprimée, c'est 1601 à Venise. Elle est dans ce livre-là. Mais à cette époque-là, on ne pouvait pas imprimer le texte sous la musique. Donc pendant un certain temps, on ne va imprimer que la musique. Donc on charge aux gens de retrouver le texte, ou pas d'ailleurs, le jouer avec des instruments, c'est très bien aussi. Dans cette pièce-là, on a pu retrouver le texte parce que ce texte-là était connu dans les pièces du Moyen-Âge au théâtre. Donc à l'époque, au début de l'ensemble, on travaillait avec un musicologue de Tours qui s'appelait Jean-Pierre Ouvrard, un ami. On travaillait vraiment en collaboration. Donc lui nous a retrouvé le texte dans la pièce de théâtre. Et on a recollé le texte sur la musique qui marche pas toujours très très bien. J'ai découvert avec le temps qu'en fait, il y a un temps pour l'histoire, on essaie de faire ce qui est écrit, mais que même à l'époque, au XVIe siècle, le fait de répéter des notes, on pouvait couper des notes longues, on pouvait les couper en deux, même les respirations, c'est écrit dans certains traités, si une note est trop longue, on peut respirer au milieu de la note. Voilà, ce qui paraît aberrant, mais en fait c'était beaucoup plus libre qu'on ne croit. Si on veut répéter un mot, on peut couper des notes, même les chansons de Sermizy, ça c'est un exemple.
au début du XVIe siècle, il y a beaucoup de notes pointées avec des petites notes qui suivent. Et systématiquement, c'est une musique qui avait été éditée pendant un siècle. À la fin du XVIe siècle, systématiquement les points, les notes pointées, les points deviennent des notes. Donc le faire pa, pa da da da, on fait pa da 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 da, et sur le point, on met un changement de syllabe. Et à la fin du XVIe siècle, on ne peut pas trop se tromper parce que là, l'imprimerie devient très précise. On a les syllabes, les répétitions. Voilà, donc cette chanson-là, elle est difficile le texte, il est difficile à mettre sur la musique. Parce qu'encore une fois, est-ce que on n'a qu'une copie évidemment de la pièce de théâtre? Est-ce que le texte est complet dans la pièce de théâtre? Est-ce que la musique, quel était le texte qui originalement était sur la musique? On ne le sait pas. Donc on a juste. Donc c'est drôle, c'est que chacun a fait sa version. Jean-Pierre Ouvrard a fait la sienne, moi j'ai fait la mienne, qui n'est pas exactement la même. Et puis avec le temps, on s'est greffé là-dessus aussi des pièces plus tardives, et ce qu'on appelle les contrafactums, c'est à Noël ou au temps de la Passion. À la Réformation, on prenait des textes spirituels, et on les collait sur des chansons carrément vulgaires. Ils aimaient beaucoup ça. Donc il y a aussi une passion du Christ qui se chante sur cette pièce-là. Donc dans Saint-Babouin, ce sont les moines qui ont beaucoup plus intérêt aux choses de la vie. Donc les heures de la journée ne sont pas rythmées pour les prières, mais en fait que pour les plaisirs de la vie, les plaisirs du corps. Donc on mange, on boit, etc. Et la nuit, on continue. Et il y a une passion qui a été écrite là-dessus. Ça s'appelle... donc Saint-Babouin devient... Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin, nous sommes de l'ordre de Jésus-Christ. Et c'est la passion du Christ qui se colle sur cette musique-là. Donc c'est très particulier. Voilà. Donc parce que la prosodie n'est pas exactement la même, le nombre de pieds n'est pas le même. Donc ça pose aussi des questions par rapport à l'original, qui a été imprimé en 1501. À l'époque, il y avait beaucoup de musique dans les rues. Il y avait aussi tous les gens les cris de Paris, par exemple, qui sont les cris qu'on entendait dans les rues. Mais tout ça, en fait, c'était... On a du mal à le penser maintenant. Mais tout ça, c'est énormément réglementé et codifié. Donc il y avait certains cris qu'on avait le droit de chanter, d'autres qu'on avait le droit de jouer en musique. À certains endroits, pas d'autres. Donc ces musiques-là, en fait, étaient inscrites dans l'histoire d'une ville et étaient répétées. Il y avait les crieurs, c'était des métiers officiels. Donc le crieur principal, il avait droit à un cornet d'argent, il était le seul. Les autres crieurs plus mineurs avaient un instrument aussi, mais un cornet en bois par exemple. Et d'autres n'avaient le droit que de parler ou d'autres de chanter. Et tout ça, c'était codifié. Donc tout ça pour dire que, d'où le fait que ce soit mis en musique par Jeannequin, et aussi après, jusqu'au 19e siècle, il y a des compositeurs qui sont évertués à retranscrire en musique les cris qu'ils entendaient dans les rues, et qui étaient là depuis la nuit des temps, puisqu'ils ont été codifiés. Moi, tout ce que j'ai fait, je considère que ça ne m'appartient pas, donc j'ai aucun... Au contraire, j'ai un réel bonheur à le donner à quelqu'un qui... C'est pas parce que je veux que mon image dure, que mon nom, j'en ai vraiment rien à faire. Oui, la transmission. Ça a été évoqué plein de fois, parce que comme j'ai énormément transcrit, beaucoup de choses que personne n'a jamais fait. Donc il y a des éditeurs qui ont été intéressés, mais on a été rattrapés par l'informatique et surtout le système Internet qui fait qu'on a accès à tout gratuitement. Et que maintenant, moi je le fais moi-même. Hein. Je fais la musique, même un PDF, on peut le rentrer à l'intérieur des logiciels qui nous servent à composer la musique, donc on peut récupérer à son propre. Voilà. Et le fait que ce soit plus du tout rentable, édité sur papier, un répertoire, même les bibliothèques maintenant n'achètent plus les transcriptions complètes. Donc ça demande un travail colossal, et en plus, moi, tout le répertoire que j'ai transcrit, c'était vraiment pour le concert. Donc si je devais l'éditer, il faudrait que je retravaille absolument tout, dans une idée plus historique, plus musicologue, voilà. Et j'ai tellement habitué à ce que le répertoire soit tout le temps en accord avec ce qui est vivant, avec le concert, que je sais pas... Ben, quand le jour où j'arrêterai de chanter, peut-être que
Et là, moi, ce serait un réel bonheur si quelqu'un continue. Ah, ça, j'aimerais beaucoup continuer à transcrire. Mais donner tout le travail. Pour l'ensemble. Oui, pour que l'ensemble perdure. C'est même pas parce que ce qu'on a créé continue. Si ça s'arrête demain, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Mais si les gens à l'intérieur du groupe ont l'intention de continuer, même sans moi, en fait, ça me rendrait vraiment heureux. Mais même qu'ils fassent ça de façon différente, qu'ils aient leur propre esprit. Mais surtout par rapport au répertoire. Donc je vais, oui, c'est tout le temps, mais après, c'est tellement une grosse somme de travail. Même la Bibliothèque nationale, tout ça, depuis longtemps, on veut ouvrir un fichier avec mon nom, avec tout ce que j'ai fait. Enfin bon, récupérer tout ça, parce que c'est idiot que ça ne serve pas en plus. Oui, bien sûr. Vraiment. Ça va être récupéré. Surtout dans les bibliothèques, j'ai déjà donné tout ce que j'ai à Lyon, par exemple, au conservatoire. Mais encore une fois, ça demande un travail, il faudrait que quelqu'un le fasse pour que ce soit affiché, pour que... Et en fait, il n'y a que moi qui peux le faire, quoi. Mais là, c'est des années de travail. Mais un jour, je vais m'y mettre. Parce qu'on me le demande régulièrement à différentes structures. Et il y a tellement même, pour toutes les structures chorales, moi, très souvent, j'ai des gens qui me demandent telle chanson, j'arrive pas à la trouver. C'est normal, parfois il n'y a que moi qui l'ai donc. Et ça, j'aime donner tout ce que j'ai fait, que les gens l'utilisent. Même à d'autres fins, ça m'est totalement égal et au contraire.